Bonsoir très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous allons parler autrement de la femme. C'est un homme qui va parler de la femme. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce mois de mars 2019 où nous avons célébré la femme? Avant de vous présenter mon invité de ce soir et d'entamer le sujet prévu pour ce soir, permettez-moi de vous remercier. Vous avez été nombreux à nous appeler par rapport à la célébration, la journée mondiale de la francophonie, où nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, qui est le responsable et libraire à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, où nous avons parlé de la francophonie. Merci, vous nous suivez partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie. Soyez le bienvenu dans votre magazine. Vous pouvez aussi suivre ce numéro en direct sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV, ou aller liker notre page Facebook Genre et Volontariat. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce soir. Bonsoir Eugène Kandolo. Bonsoir. Eugène Kandolo, lorsque sur les plateaux, il n'y a que des femmes qui parlent des femmes par rapport à ce mois de la femme, permettez-moi de me répéter comme ça, nous allons parler autrement de la femme. Là, c'est un homme qui va parler de la femme. Eugène Kandolo, qu'est-ce que le mois de la femme représente? C'est juste une célébration, c'est juste où on affirme la femme en tant que femme, où on reconnaît la femme en tant que femme. En fait, déjà selon son historique, il s'agit de la reconnaissance de tous les droits prérequis à la femme. Donc, et par conséquent, se rappeler chaque fois, chaque année, tel un marronnier de ses droits, c'est penser à ce que l'on peut faire comme capitalisation de ce droit de femme. Donc, le mois de mars rêvait d'une grande symbolique, parce que sinon, effectivement, on n'allait pas avoir cette date spécifique du 8 mars, mais aussi par extension tout le mois de mars, pour s'arrêter, réfléchir, penser des orientations nouvelles autour de la question de la femme. Eugène Kandolo, beaucoup pensent lorsqu'on parle du genre, c'est nécessairement parler des problèmes des femmes. En fait, c'est une erreur parce que le genre prend en compte les genres masculins et les genres féminins. Genre n'est pas synonyme de femme. Le plus souvent, effectivement, quand on parle genre, les gens voient directement les femmes. Donc, et c'est comme ça que l'on a même le réflexe dans ce pays. Quand on parle de ministère de genre, femme et famille, on voit directement une ministre. Donc, on ne voit pas un ministre homme qui peut assumer... C'est possible aussi d'avoir un ministre homme. Naturellement, parce que le genre, c'est l'homme et la femme. Le genre, c'est le genre masculin et c'est le genre féminin. Donc, le genre n'est pas l'exclusivité féminine. Donc, autant on peut avoir un ministre de poste télécommunications, un ministre de la justice, un ministre de droit, un ministre, je ne sais pas moi, de l'éducation qui est femme, autant on peut avoir un ministre de genre qui est homme. Donc, le genre n'est pas une exclusivité ou quelque chose qui est réduite à la féminité. Mais il y a aussi une question qui me trotte l'esprit, les gens le disent souvent, quand on parle d'entrepreneuriat féminin. Ça sous-entendrait qu'il y aurait l'entrepreneuriat masculin. En fait, c'est une insistance, c'est une mise en exergue pour juste dire que c'est l'entrepreneuriat porté par des femmes. Ce n'est pas en opposition avec une certaine définition des hommes entrepreneurs qui ferait que ça s'appelle entrepreneuriat masculin. Il y a d'abord entrepreneuriat tout court. Mais parce que de plus en plus, on remarque qu'il y a un faible taux de croissance, un faible taux de pénétration en ce qui concerne les femmes qui portent cette tâche d'entrepreneur, c'est comme ça que l'on insiste sur le fait de l'entrepreneuriat féminin. Ça ne veut pas dire que forcément on l'oppose à un autre type d'entrepreneuriat qui serait un entrepreneuriat masculin. C'est juste mettre l'accent sur le fait que c'est l'entrepreneuriat. C'est un peu comme leadership. Leadership féminin, c'est mettre l'accent sur le fait que c'est un leadership porté par les femmes. Mais à ne pas confondre avec la tendance de plusieurs femmes à croire que le leadership féminin, c'est le leadership de femmes sur les femmes. Non, le leadership féminin, c'est un leadership porté par les femmes. Une façon d'influencer, mais qui est conduite, qui est portée par une femme. Ça veut dire quoi? Une femme, par exemple, comme Thérèse Kirongozi.
elle exerce son leadership au travers de la technologie parce que l'influence, on influence par la parole, on l'influence par les actes, on l'influence par les actions, on influence aussi par la technologie. Aujourd'hui, nous tous, nous avons Facebook, nous avons appris à utiliser par exemple des émoticônes. Donc c'est le leadership de Mark Zuckerberg sur notre vécu quotidien. Donc c'est là les domaines de l'influence. Mais alors pourquoi on veut essayer de spécifier, de catégoriser leadership féminin, tandis qu'on n'entend jamais parler de leadership masculin? Justement, c'est un élan d'encouragement. Mettre l'accent pour mieux cerner la question afin de l'étudier et de la booster. Parce que ça sort ça fait partie d'une particularité. Ça sort un peu de l'ordinaire. La tendance est que ce sont les hommes qui entreprennent. Et pourtant, on n'a pas besoin de spécifier leadership masculin. Mais comme c'est la tendance et que l'on veut casser en fait ce rythme, on veut ressortir en fait une dimension assez prononcée des femmes qui portent ces valeurs d'entrepreneuriat, qui portent ce combat, c'est comme ça que l'on parle de leadership féminin. Ce n'est pas pour opposer forcément au leadership masculin. C'est d'ailleurs dans l'élan d'encouragement, de pousser, de booster à ce que ce leadership soit de plus en plus prononcé. Donc c'est pour cela qu'il faille qu'on lui donne un qualificatif. Et le qualificatif le mieux approprié, c'est leadership féminin, avec toutes ses spécificités. Mais souvent, lorsqu'on parle de leadership féminin, nous ressentons une certaine dualité par rapport, donc, qu'on aimerait faire un duel entre l'homme et la femme. Donc la femme se sent par exemple opprimée par l'homme. Si elle ne sait pas s'exprimer, c'est l'homme qui est la base. C'est une aberration qu'il faut requalifier. Le plus souvent, beaucoup de femmes et même aussi des hommes, beaucoup de femmes pensent que quand on parle leadership féminin, allez, du coup c'est un combat qu'on lance contre les hommes. C'est-à-dire c'est une guerre qu'on vient de décréter contre les hommes. Rien de tout ça. Le leadership féminin n'a pas besoin de s'exprimer en faisant la guerre à l'homme. Mais aussi des hommes machos qui, dès qu'ils entendent dire leadership féminin, ils croient que les femmes veulent maintenant nous défier, veulent nous faire la guerre. Le leadership féminin n'est rien d'autre que l'expression en fait par les femmes dans une société bien déterminée, leur expression de l'influence. Parce que le leadership, c'est le domaine de l'influence. Pourquoi je ne veux pas que les gens tombent dans cette erreur de croire que le leadership féminin, c'est une guerre à l'homme? Qui est cet homme? C'est ton père qui t'envoie à l'école, qui paye pour toi le Minerval. C'est ton frère, petit frère ou grand frère, avec qui vous tenez la main pour aller à l'école, du dimanche, pour aller à l'église. Quand est-ce qu'il devient votre ennemi? Donc le leadership féminin, ce n'est pas en fait une guerre ouverte contre les hommes. Que les femmes ne pensent pas que pour mieux exprimer leur leadership féminin, il faut toujours penser à les comparer avec le leadership des hommes. Mais que aussi les hommes ne pensent pas que chaque fois que la femme veut s'émanciper, chaque fois que la femme exprime ses capacités à vivre, à dominer, à influencer, à impacter dans une société bien déterminée, ça veut dire que c'est un défi contre l'homme. Donc, si défi il y a, ça doit être alors défi contre tout homme. Parce qu'en réalité, tout ce qui est à la portée d'un humain peut être à la portée d'un autre. Ce qu'un homme fait, ça booste un autre homme, mais ça booste aussi une autre femme. Ce qu'une femme fait aussi, ça booste, ça challenge non seulement des hommes, mais aussi d'autres femmes. Ça veut simplement dire que nous devons le prendre sportivement. Quand un homme fait des exploits, ça me challenge. Donc, je ne veux pas tomber dans la jalousie. Je vais dire, il a fait, donc je dois aussi faire mieux. Ça me challenge, ça me pousse à me réaliser personnellement. Quand de même une femme fait mieux, moi je vais te donner une anecdote. S'il y a une personne qui m'a beaucoup challengé dans mon cursus à l'école primaire, c'est une femme. Donc, nous étions toujours, soit moi je suis premier, elle est deuxième, ou soit elle est première, je suis deuxième. Au point que je me disais, si je ne suis pas bien préparé cette période, c'est elle qui va me dépasser. Mais ce qui était beau dans cette histoire, c'est qu'on se mettait sur le même banc. Et les gens ne comprenaient pas. Les deux concurrents de la classe, c'est-à-dire troisième primaire, quatrième primaire, cinquième primaire, les deux concurrents de la classe, ils se mettent côte à côte. Donc, nous nous mettons sur le même banc avec cette dame, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est actuellement, Mafoulou Kapambu, je n'oublierai jamais son nom. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas une menace que les femmes expriment leur leadership, mais que les femmes ne pensent pas que le leadership féminin n'a comme unité de mesure que le leadership des hommes. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, vous êtes dans le magazine Genre et Volontariat, diffusé sur Kin 24 Télévision. Vous pouvez aussi suivre ce magazine sur Orao Télécom pour suivre Kin 24 Télévision. Nous parlons de la femme
Nous sommes déjà vers la fin de ce mois de mars 2019 dédié à la femme, à la célébration de la femme, mais nous amenons une autre dimension, ce point de vue de l'homme qui identifie la femme, parce que l'on pense que seule la femme peut parler de ses problèmes, évaluer ses problèmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'échanger avec Eugène Kandolo. Eugène, vous travaillez plus avec les femmes, vous les coachez. De votre point de vue, est-ce que l'appréhension du genre par les femmes est bien comprise, selon vous, en toute objectivité? En toute objectivité, les pourcentages sont proportionnellement très faibles. Parce qu'en fait, c'est une question qui est en même temps ancienne et nouvelle pour beaucoup de personnes. Ça fait quand même une dizaine d'années que l'on parle davantage, même une vingtaine, de la question de genre, de la question de leadership. Mais c'est une question qui n'est pas encore ancrée, ou soit si on la connaît superficiellement. C'est comme tout à l'heure, on venait de dire, beaucoup quand on parle genre, ils voient directement la femme. Or, genre, c'est quoi? C'est les questionnements sur le rapport sociétal entre l'homme et la femme, leur positionnement et leur capacité de se déployer. Et pris sur ce prisme-là, la femme, elle devait toujours se sentir à l'aise de se déployer. Mais maintenant, c'est une question parce que en fait, certains concepts sont beaucoup plus appréhendé dans le français qui est une langue officielle et qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc une maman maraîchère ne comprendra peut-être pas forcément la question de genre de la même façon qu'une femme d'un certain milieu. Encore que même celles qui parlent français, qui sont allées à l'école, ils ont des problèmes sérieux. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a jusqu'aujourd'hui des hommes qui pensent que quand on parle du genre, on parle de la femme. Et c'est comme ça qu'on donne le ministère de genre aux femmes. Alors c'est une question très importante, mais à des proportionnalités très faibles. Et si on accompagne les femmes, ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'on se réalise, on se rend compte qu'il y a des hommes semblables à nous qui n'ont pas bien compris. Alors il faudrait que les gens, les hommes genrés, qui comprennent, qui appréhendent cette question, puissent servir en même temps des coachs d'orientation pour certaines femmes par rapport à l'équilibre, mais aussi servir de didactique pour certains hommes qui n'ont pas encore compris cette question. Parce que les femmes sont appelées à se déployer dans tous les domaines de la vie. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on le voit, il y a une légère progression par rapport au taux de participation de femmes dans les institutions, notamment à l'Assemblée nationale. En 2006, on avait à peine 44 femmes. En 2011, on en avait 48 sur l'ensemble des 500 députés. Aujourd'hui, on a 50 sur 485 députés. Donc, il y a légèrement une croissance. Ceci dit, c'est un combat, mais un combat des compétences. Parce qu'en réalité, qui parle leadership féminin, qui parle émancipation de la femme, c'est une question non pas focus sur le sexe, qui est un élément biologique des différenciations, mais c'est une question des compétences. Donc, il faut aiguiser, autant on aiguise les compétences des hommes, autant on aiguise les compétences des femmes. Et moi, j'ai eu l'expérience, notamment dans le procès électoral, on a eu à coacher. Moi, personnellement, j'étais focus dans un projet de NDI pour former les femmes candidates sur la possibilité de gagner des élections avec peu de budget. Et je suis fier d'en avoir vu autant à l'Assemblée nationale qui ont été coachés par nous. Donc, c'est quelque chose qu'il faille davantage, j'allais dire, évangéliser dans la population. Et on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui parce que peu sont ceux-là qui y ont compris la quintessence de la question du genre jusqu'à ces jours. Eugène Kandolo, je vous ai suivi très attentivement. La problématique du genre répond à quel problème? Ou la solution du genre répond à quel problème? La démarche dans ma réflexion, l'accès au genre, c'est pour lutter contre la violence sur les femmes, c'est pour permettre l'émancipation de la femme, c'est pour reconnaître la femme, c'est pour un accès plus équitable aux richesses, parce que beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, même dans le monde, surtout pour nous les Africains, nous ne comprenons pas lorsqu'on veut, parce qu'en t'entendre parler du genre, ce n'est pas une question de sexe. Mais lorsque l'on parle du genre concernant la femme, on veut répondre à quel problème? Merci beaucoup. Alors, je voulais d'abord rectifier. Je n'ai pas dit que
parler du genre n'est pas un problème de sexe. Les sexes est un élément important des différenciations physiologiques, psychologiques, qui déterminent même les genres. Parce que les genres est déterminé par rapport au sexe. Mais maintenant, le déploiement, l'acquisition, l'expression dans les milieux ambiants, qui est la société, veut qu'en fait, on s'en passe maintenant de ces indicateurs qui ne sont que des éléments de différenciation pour qu'on sache, un peu comme aujourd'hui, pour qu'on me différencie de vous, on sait voir que vous vous appelez Symphorien, moi je m'appelle Eugène. Ça fait partie des indicateurs juste de différenciation, de l'identité. C'est de la même façon aussi dans les genres. Pour différencier les genres, il y a les genres masculins et les genres féminins. Point barre. Mais maintenant, dans la société, le genre pose la question du rapport sociétal de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qu'ils sont appelés à jouer? Il est démontré qu'il y a eu plusieurs stéréotypes, ce qu'on appelle en sociologie les construits. Par exemple, tout le monde a la tendance de dire c'est des stéréotypes. C'est pour dire que moi si à ça la société nous fait croire, et ça nous sommes nés dans ça, que la femme est faible. C'est des stéréotypes. Quelqu'un qui te dit, moi mon bel Azaraboété. Et ça, c'est une maman qui dit à son fils, hein, son fils qui pleure, moi mon bel Azaraboété, le roi moi aussi. Donc c'est-à-dire, c'est des stéréotypes que la société nous a fait gober. Et nous grandissons dans moi, ça. Alors, voilà. De ce genre. Et par conséquent, il faut qu'il y ait un déconstruit pour reconstruire une nouvelle façon de concevoir, d'entendre cette approche. L'approche du genre, à part la spécificité de distinction entre le sexe pour spécifier que ça c'est les hommes, ça c'est les femmes, le reste c'est quelles sont les compétences, quelles sont les aptitudes que tu as. Chaque homme, chaque femme naît avec ses prédispositions. L'autre a un talent de chantre, l'autre a un talent d'imagination, l'autre est fort en mathématiques, l'autre a un appel au ministère à exercer dans une église. Ça, ce n'est pas un besoin, une question de sexe. C'est une question de qu'est-ce que tu as comme vocation et comment tu entends matérialiser ça. C'est comme ça que je disais tout à l'heure. Le leadership s'exprime comme domaine d'influence par l'action, par la parole. La parole, elle peut être une chanson. Aujourd'hui, Laure Mbongo, est-elle une femme leader, oui ou non? Et les femmes leaders, elle influence les gens par quoi? Par sa chanson. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, je peux parler d'une slameuse, Dosso Meme. C'est par la parole. Je peux parler des écrivaines, Yolande Elebe. Les gens lisent ces livres et les livres influencent les gens. On peut influencer par la parole, on peut influencer par les actions. Un peu comme Mère Teresa, un peu comme Anne Frank, un peu comme Rosa Parks, un peu comme Kim Pavita, un peu comme Anouarit Nengapete. On peut influencer par la technologie. J'ai cité Thérèse Kirongozi tout à l'heure. Donc il y a plusieurs façons d'influencer. On peut influencer par la technologie et nous conditionnons nos vies par rapport à ça. Et ça ne demande pas de savoir c'est quel sexe qui a fait ça. C'est quelle compétence, c'est quelle technologie. La technologie entendue comme l'intelligence qui est derrière une invention, derrière une réalisation. Donc ça n'a rien à voir avec le sexe. Aujourd'hui, on a Raissa Malou, mathématicienne. Elle a mis en place plusieurs opérations mathématiques qui ont fait ses preuves. Elle représente Einstein Institute. Donc, c'est les domaines des compétences, les domaines du rôle que nous sommes appelés à jouer dans la société. Est-ce le rôle de communication? Est-ce le rôle d'inventrice? Est-ce que c'est le rôle de joueur de football? Mais tout ça, en fait, c'est des prédispositions que l'on a par rapport à une vision, un rêve que l'on a conçu. Et pour concevoir le rêve, on ne regarde pas le sexe de la personne qui rêve. On se demande juste son appel, sa vocation, son sens, sa vision. Et la vision a des particularités telles qu'elle a une dictature. Elle nous impose une façon de faire, une façon de vivre. Et ça, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, ça n'a pas quelque chose d'assez différent. Donc, on doit réduire ce barrière sensiblement, de croire que, bon, voilà, quand on est femme, on ne peut pas faire un certain nombre de choses. Mais ce que je ne veux pas, que les gens pensent ici, ce que les gens sont identiques. Non, il y a toujours des éléments de différenciation. Les noms, la morphologie, les phénotypes,
Et c'est comme ça que l'homme et la femme ont des éléments de différenciation. Et cette différenciation n'est pas pour les séparer, mais c'est pour accentuer sur la complémentarité que chacun est pour l'autre dans la société. Et cela renforce même la définition du genre comme le rapport de la femme et de l'homme dans la société. Oui, très bien dit, jeune Kandolo. Nous avançons. Selon vous, quels sont les obstacles, par exemple en RDC, qui empêcheraient la femme à mieux s'exprimer? Parce que nous avons remarqué, lorsque la femme est compétente, lorsque la femme arrive à s'exprimer, elle exerce son leadership par ce qu'elle sait faire. Sur le plan scientifique, sur le plan social, sur le plan économique, financier, vous avez donné des exemples de plusieurs femmes qui influencent leur secteur, leur domaine. Hommes et femmes sont influencés par leurs inventions. Maintenant, selon vous, pour que la femme puisse surfer dans un même diapason, même catégorie, donc face-to-face avec l'homme, quels sont les obstacles, selon vous, qui empêchent à la femme à mieux s'exprimer, surtout ici en RDC? Ok, merci d'insister surtout en RDC. Le surtout là veut dire que c'est une question qui est universelle. Donc je ne veux pas que les Congolais soient complexés par rapport à la question du genre. Pourquoi c'est une question isolée, c'est une particularité du Congo ou de l'Afrique, mais c'est une question générale. T'es né en France. Pour la toute première fois, une femme a été députée seulement en 1961, c'est-à-dire une année après l'indépendance du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, les Français n'ont pas une présidente de la République femme. Et la parenthèse que j'ouvre pour fermer rapidement, c'est ce qui a fait que les Français puissent mettre de côté Martine Aubry pour la deuxième tentative de mandat de Sarkozy. Ils ont aligné Hollande parce que Sarkozy avait battu Ségolène Royal. Il a été démontré que la société française n'était pas prête à avoir une femme comme président. Donc ces stéréotypes ne sont pas que africains, ne sont pas que congolais. Aux États-Unis, ça faisait la une de l'actualité. On se disait soit c'est un noir qui devient pour la première fois président aux États-Unis et ça sera historique, soit c'est une femme qui deviendra pour la première fois présidente aux États-Unis, ça sera historique. Parce que en fait, c'est aussi un luxe pour eux, avoir une femme présidente. Donc il ne faut pas que le Congolais, les Africains, puissent penser que c'est une question isolée. Alors, pendant qu'on y est, quels sont les obstacles? Les obstacles, effectivement, sont d'ordre psychologique, sociologique, mais aussi traditionnel. Nous avons quand même des acquis de la tradition, même si des fois, on en exagère avec des légendes qu'on ne sait pas déterminer aujourd'hui ou expliquer aujourd'hui sociologiquement. Parce que nous sommes en même temps techniques, mais nous sommes aussi scientifiques. Quand on énonce, on fait une affirmation, on doit être capable de les démontrer, soit sociologiquement, soit avec des outils scientifiques. Donc, il n'est pas exclu que dans notre société, il y a quand même ces stéréotypes des hommes qui continuent à croire que eux, ils ne peuvent pas accepter soit d'être dirigés par une femme, soit de voir leur femme émancipée. Donc quand je parle des hommes mariés, des femmes au foyer. Donc, il y a ces obstacles-là. Moi, j'ai vu des femmes, quand je suis allé en province pour former les femmes en contexte du procès électoral, une femme qui te dit, oui, mon mari est au courant. Parce que l'une des étapes, c'est d'informer sa famille que tu es candidate. La première personne, si on est marié, à qui on informe, c'est son mari. Il est au courant, mais quand il faudrait peut-être que j'aille dans des rendez-vous, dans des réunions politiques, il faut que je rentre avant parce qu'il est un peu jaloux, parce qu'il ne veut pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ces stéréotypes de jalousie, ces stéréotypes de protecteur, hein, un côté protecteur de l'homme qui veut que les femmes se trouvent. Mais aussi, il y a des obstacles liés à la légèreté qui caractérise la société. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'hommes qui refusent que leurs femmes aillent dans des milieux professionnels à cause des réalités qui se passent dans ces milieux professionnels. Des réalités qu'on doit palper du doigt pour dénoncer et trouver un cadre de manière. Il y a beaucoup d'harcèlement dans le milieu professionnel. Et au point que quelqu'un qui aime sa femme, qui a un côté protecteur, se dise je ne peux pas accepter que ma femme aille dans ce genre des milieux. Donc, il y a plusieurs obstacles comme ça, mais il y a aussi un obstacle lié au complexe de certaines femmes. Moi, j'étudiais dans une université où 85% d'étudiants étaient des femmes. Mais toutes les fois que, par exemple, il fallait qu'on fasse les élections au niveau des graduats, mais les femmes ne postulaient pas. Les hommes sont peu nombreux, mais ce sont les hommes qui postulent. Pour être CP, pour être présidents étudiants, les femmes ne postulaient pas. Si bien que quand une femme postule, c'était difficile que les autres femmes puissent
la voter. Ce sont des choses sur lesquelles on table et sur lesquelles on doit effectivement réfléchir pour y apporter des solutions. Mais il y a aussi des questions de lieux, des milieux où l'on habite. Dernièrement, j'étais à Kisens où j'ai passé une merveilleuse expérience avec des femmes maraîchères, de femmes leaders de cette communauté enclavée, cette commune enclavée de Kinshasa, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est difficile en fait d'entreprendre. Mais ces femmes, quand tu regardes, tu fais la lecture déjà rien que sur leur état d'esprit, tu sens qu'elles sont motivées. Les obstacles sont là, mais il faut étudier les obstacles pour savoir les surmonter. Pas pour avoir peur. Si on fait juste le répertoire des obstacles et puis on s'arrête là-bas, c'est un problème. Donc il faut que si on dit, bon, c'est un problème psychologique, c'est un problème en fait d'ego des hommes, c'est un problème de protectorat de certains hommes mariés, c'est un problème des complexes, c'est un problème des traditions, mais comment on y apporte des solutions. Et ça, c'est très important. Mais autant il y a des obstacles pour l'épanouissement, l'émancipation de la femme, il y en a aussi pour les hommes. Je voudrais bien que les femmes puissent se dire que les lieux par excellence où il faut exprimer son leadership, c'est un lieu où il y a les hommes et les femmes. Je ne suis pas contre les associations féministes, mais voyez-vous, toutes les femmes qu'on célèbre le 8 mars, je dis bien toutes les femmes, Condoleezza Rice, Angela Merkel, Hillary Clinton, ce sont des femmes qui se sont battues là où il y avait des hommes et des femmes. Ils n'étaient pas dans des associations, oh, ONG des femmes pour donc, ceci. cette manière d'être exclusif, parler de la femme dans un cadre spécifique pose problème. N'est pas un leadership des femmes sur les femmes. Ça doit s'exprimer dans une société composée des hommes et des femmes. Mais Eugène, là, vous voulez faire la roue. Beaucoup de femmes sont en train de hocher la tête pour dire, mais Eugène, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que les femmes doivent se comprendre entre eux. Malheureusement, regardez les femmes qui sont restées pendant longtemps rien qu'à la tête de mouvements féministes. Elles ne veulent pas quitter ces mouvements. Elle va faire 20 ans toujours coordonnatrice, je ne sais pas moi, d'une ONG pour les femmes. Parce qu'en fait, elle ne veut pas aller expérimenter un cadre d'expression où il y a des femmes et des hommes. C'est un obstacle psychologique de croire que ça serait aisé pour moi de continuer à dominer les autres femmes. En réalité, à développer des thématiques qui ne font pas avancer. Voilà pourquoi on avait réduit les combats de genre aux combats de violence. Je veux bien que l'on parle de violences faites à la femme, aux violences de trucs, mais à un moment, on en faisait trop de publicité au point que l'on croit qu'il n'y a que ça quand on veut parler de la femme. Il y a des femmes qui ont été violées à l'âge de 11 ans, 12 ans, mais dont la belle histoire qu'ils ont pu réaliser dans la vie a fait oublier ça. Je parle de Oprah Winfrey, 2 fois violée, mais à 17 ans, elle a été championne de concours d'orthographe et de dictée. Et puis après, aujourd'hui, c'est la première femme milliardaire au monde, avec une émission suivie par 4 millions de téléspectateurs dans le monde. Donc, Oprah Winfrey, c'est une figure incontournable. Aujourd'hui, dans les débats américains, l'on est en train de dire que la plupart des démocrates pensent que c'est elle qui peut porter la candidature des démocrates aux nouvelles élections parce que c'est l'une des personnages, des personnalités noires qui incarnent la confiance, que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez les Noirs. Et pourtant, une femme qui a été violée à l'âge de 11 ans. Les viols, en fait, c'est une étape. C'est quelque chose, mais ce n'est pas une fatalité. Moi, j'ai vu une jeune dame qui a été violée, ça fait 10 ans. Mais tout le mois de mars, elle est invitée sur des conférences pour ne parler que du viol, comment elle a été... Donc là, ça devient comme ça devient un fonds de commerce. Ça devient un truc. Donc, on doit à un certain moment se dire c'était une étape de la vie. Nous condamnons le viol, mais il faut savoir avancer. Le mois de mars, ce n'est pas le mois de viol de femmes. Le mois de mars, ce n'est pas le mois des injustices. Même quand on parle, par exemple, violence domestique. L'année passée, on a fait les statistiques. 40% de couples européens, je dis bien couples européens, les violences domestiques dans 40% de couples européens. Ce n'est pas en Afrique où on veut nous faire croire que ce sont les Africains qui sont machos et tout. C'est une question réelle. Il faut l'aborder sans complexe et trouver des solutions idoines. Et pour trouver les solutions idoines, il faut se dévêtir des préjugés, il faut se dévêtir des complexes, des stéréotypes que nous avons. 1, stéréotype de croire que la femme est faible. 2, stéréotype de croire que la femme n'est pas plus intelligente que l'homme. 3, stéréotype de croire que la femme ne peut pas réaliser de grandes choses. Mais aussi éviter de chaque fois avoir un référent. Quand l'on parle de leadership féminin, on n'a pas comme unité de mesure l'homme. Parce que celui qui a fait l'avion ne s'était pas mesuré à quelqu'un d'autre. Donc réaliser un rêve, créer quelque chose n'est pas toujours une unité de mesure par rapport à quelque chose. Entendre parler, la femme est elle-même son propre obstacle de foi. Par moment. Pas de façon absolue. Oui, oui. Donc il faut savoir se dévêtir de ça. Je ne dis pas qu'il faut se programmer en neurones masculins, mais il faut se dire que les sexes, c'est juste un élément de distinction par rapport au genre.
Mais le reste, on a le même cerveau. Dans le cerveau, il n'y a pas de traces de masculin et de traces féminines. Donc, on a le même cerveau, on a 2 yeux, on a une bouche, on a un nez avec 2 trous, on a 2 oreilles, on a 2 pieds, on peut avancer. Donc ça, ce sont des éléments organiques qui ne nous empêchent pas de nous déployer. Le rêve n'a pas de sexe. La compétence n'a pas de sexe, comme dit souvent Sarah Louise Bompu. Et jeune Kandolo, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges par rapport au mois de la femme qui se clôture. Donc, s'il vous était proposé d'être conseiller du chef de l'État actuel, le président Félix Tshisekedi, par rapport aux questions genre, quelles sont les orientations que tu pourrais le proposer pour permettre que la femme puisse s'exprimer par rapport à ses qualités, par rapport à ses aptitudes, pour un Congo qui va de l'avant? Merci beaucoup. Je suis très content par rapport à cette question pour 2 raisons. On a cru que le genre, parce que je l'ai dit ici tout au long de l'émission, le genre c'était une exclusivité de femmes. Au point que dans nos pays, quand on parle journée de la femme, donc on attribue cela à la femme du chef de l'État. Donc, du coup, c'est comme si le chef de l'État, lui, n'est pas concerné par la question. J'ai beaucoup aimé du fait que le chef de l'État a nommé des conseillers spéciaux. La première des choses que je lui dirais, c'est qu'il a mal fait la constitution de son conseil en termes du genre. Le chef de l'État ne pouvait pas, parce qu'en même temps, je parle du genre, je suis spécialiste sur la question, mais en même temps, je suis issu de la jeunesse et j'ai des spécificités par rapport à la question de la jeunesse. Il a nommé plusieurs conseillers spéciaux, mais je ne sais pas pourquoi le chef de l'État, avec son directeur de cabinet, ils ont choisi de mettre côte à côte dans un même conseil le genre et la jeunesse. Le genre et la jeunesse n'ont jamais été des choses jumelles. Je ne comprends pas. J'étais scandalisé. C'est un mauvais choix. Justement, le chef de l'État à Namibie, il avait dit « Je vais nommer un conseiller spécial de la jeunesse. Point barre. » Et la jeunesse attendait quelqu'un qui connaît, les milieux de la jeunesse, qui comprend c'est quoi les jeunes de mouvements citoyens, c'est quoi les jeunes de partis politiques, c'est quoi les jeunes des associations thématiques, des associations qui travaillent avec les organismes comme l'UNFPA et l'UNESCO, c'est quoi les jeunes des œuvrés, c'est quoi les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat. Cette question devrait avoir un conseiller spécial particulier, pas mêlé au genre. Et pour parler du genre, ça ne devait pas être quelqu'un qui se bat pour le combat de la femme, mais qui comprend la réalité, qui a été associé à des travaux, à des recherches, à des études, à des ateliers, à des forats sur la réflexion de la question du genre, sur les déploiements en prenant des spécificités sur comment ça se déploie ici. Enfin, je dirais que non seulement ça a été très mal orienté, la définition de ces conseils, mettre la jeunesse à côté du genre, mais la difficulté, c'est que si vous prenez quelqu'un qui comprend mieux la question de la jeunesse, il ne serait pas forcément quelqu'un qui maîtrise le genre. Si vous prenez quelqu'un qui maîtrise le genre, il ne serait pas forcément quelqu'un qui est introduit, qui comprend la question de la jeunesse. Et encore une fois, le chef de l'État a piché sur ce point-là parce qu'il a pris quelqu'un de la diaspora. La jeunesse aujourd'hui, c'est d'abord quelqu'un qui a fait 20 ans à l'extérieur du pays, il ne comprend pas la jeunesse. 20 ans, c'est l'âge d'un jeune. Et la jeunesse ici, c'est beaucoup d'autres spécificités. Et par conséquent, soit il est encombré, soit on va bouffer. C'est les erreurs, ce sont les gens des erreurs qui se sont succédés pendant longtemps dans ces pays. Chaque fois, on avait un ministère des jeunesse, sport et loisirs. Même si ça commençait par jeunesse, mais en réalité, la jeunesse, c'était en fait le cadet des soucis de ce ministère. Parce que le ministère pouvait avoir 10 points dans le cahier des charges, 9 sont dévolus au sport et loisirs. Un seul point est dévolu à la jeunesse et ça s'appelait sensibilisation et mobilisation. C'est creux, donc c'est-à-dire il n'y avait pas une prise en charge de la problématique de la jeunesse avec ses spécificités. Ces erreurs ont conduit tout l'ancien régime qui est parti. Et je sonne d'une sonnette d'alarme pour que ça ne soit pas le cas avec ce qui vient. Donc la jeunesse ne peut pas être commutée, ne peut pas être mise en duation avec le genre. Donc il faut quelqu'un qui maîtrise le genre. Et l'avantage pour les conseillers spéciaux, c'est qu'ils peuvent avoir un petit cabinet. Donc ce petit cabinet doit être constitué des experts sur les questions des genres, pas des experts sur la question de la femme. C'est-à-dire des gens qui ont fait juste de marche de la femme, des gens qui ont juste été dans un milieu des femmes et des revendications. Non, qui comprennent la problématique et l'intégration du genre. Il y en a très nombreux ici dans ces pays. Je ne veux pas faire leur publicité, mais dans ces pays, je connais des jeunes dames, des femmes qui ont, au-delà du fait d'être femmes,
elles sont soit sociologues et comprennent mieux la question du genre avec toutes ces appréhensions. Je parlerai de Pascaline Zamunda, je parlerai de Annie Modi. C'est des femmes qui connaissent, je travaille avec eux sur plusieurs thématiques, qui peuvent animer et comprendre sociologiquement avec la réalité du terrain, la question du genre, de son intégration. Tu me mets l'eau dans la bouche. Pourquoi les politiques, par exemple, quand on est politique, on ne veut pas travailler avec des spécialistes, des techniciens. Par exemple, Pascaline Zamunda, qui est très compétente sur les questions du genre. Vous avez Annie Modi, très compétente. Mais pourquoi à chaque fois on ne pense pas? C'est parce qu'elles ne sont pas dans le circuit. C'est parce qu'on ne connaît pas leur CV. C'est parce que peut-être les autorités voudraient d'abord commencer à récompenser ceux qui étaient avec eux dans la lutte. Bon, d'une chose deux, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre un pouvoir politique et oublier ceux avec qui on a lutté. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, c'est important de savoir que les partis politiques sont les lieux par excellence pour conquérir le pouvoir et le diriger. Donc, si des gens ont pris la peine d'entrer dans l'UDPS, d'entrer dans l'UNC, d'entrer dans des partis qui gravitent au pouvoir, ce n'est que logique qu'ils se retrouvent. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une règle que de dire qu'obligatoirement, on doit travailler avec des gens qui sont de nos partis. Si dans le parti, il n'y a pas de compétences et que vous prenez quelqu'un juste pour boucher un trou, c'est vous, en fait, qui serez mal vu. Vous irez dans un sommet parce que dans votre cabinet, il n'y a pas de spécialistes sur la question. Vous vous défendrez mal et c'est votre image qui sera mal vue. Donc, ce n'est pas une règle que les politiques ne doivent pas travailler avec des... Voilà. C'est très, très important. Voilà, nous avons reçu pour vous Eugène Kandolo. Avec lui, nous avons parlé, c'était vraiment passionnant. Eugène Kandolo, en une minute, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat par rapport au mois de la femme, par rapport à votre vision en tant qu'homme par rapport à la femme? Je voudrais dire que c'est toujours important de rappeler que la femme est un acteur majeur dans le développement d'une société, d'une nation. Et quand nous avons l'occasion de parler de la femme comme c'était le cas, nous rappelons qu'il est important d'accompagner le leadership féminin et de ne pas croire que le leadership féminin est en opposition avec un leadership qui serait porté par les hommes, mais aussi de se dire qu'il y a un pas qu'on a déjà fait par rapport à cette question, mais il y a encore beaucoup à faire. Ne pas rester recoquillé dans une conception selon laquelle c'est une exclusivité congolaise, mais se dire que la femme est un partenaire incontournable pour faire rayonner le pays. Et pour ce faire, nous devons effectivement étudier la question du leadership de femmes dans l'approche genre. Et l'approche genre veut simplement dire le rôle que la femme et l'homme sont tous individuellement, collectivement et de façon complémentaire appelés à jouer dans la société. Et c'est là qui fera que notre nation puisse encore davantage avancer, être décomplexée, compter parmi les nations qui rayonnent par la contribution et des hommes et des femmes. Donc c'était ça mon mot. Et je voudrais par l'occasion saluer toutes les femmes qui se démarquent, en commençant par ma femme, parce que c'est le mois de femmes, donc rarement je fais cet exercice de saluer des gens à la télévision. Et je voulais aussi saluer ces femmes de mon entourage qui ont chacune une conférence à faire pendant ce mois. Je pense à Clarence Zenza, l'ambassadrice, je pense à Divine Kolomoni, je pense à mon assistante Madeleine Bachale, et je pense à toutes les femmes, je citais d'autres ici, Annie Modi, Pascaline Zamunda, qui font un travail énorme. Je pense à ces femmes que j'ai coachées, qui sont aujourd'hui députées, Nadine Nyamabou, je pense à Patricia Nseya, je pense à Christelle Voanga. C'est une fierté. Nous voulons avoir davantage de femmes comme ça, des dames comme ça, dans les institutions. Elles sont compétentes au-delà du fait qu'elles sont femmes. Merci Eugène Kandolo. Merci beaucoup. C'était votre magazine Genre et Volontariat. Si vous nous avez raté ce soir à 20h juste sur Kin 24, mercredi, rattrapez-vous le vendredi à 13h30 pour suivre ce magazine sur Orao Télécom et sur Kin 24 Télévision. C'est vrai, la femme est une compétence, la femme est une force. Nous sollicitons à nos dirigeants, lorsqu'on parle des questions genre, ce n'est pas nécessairement la femme, mais il y a des hommes genrés qui peuvent aussi apporter la solution. Et surtout, par rapport au gouvernement qui sera à très bientôt composé,
que dans des postes que l'on pense où il y a la femme qu'on mette nécessairement la femme. Non, il faut savoir changer. Il faut poser des actes. Il y a les Christelle Vwanga, il y a les Annie Maudit, il y a les Pascaline Zamunda, il y a tant d'autres femmes, il y a beaucoup de femmes avec beaucoup de compétences dans ce pays qui peuvent être mises sur la place publique, mises à contribution pour l'intérêt général. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Vous pouvez suivre à volonté ces magazines sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV ou liker notre page Facebook Genre et Volontariat où vous allez continuer à faire vos débats, vos réactions et poser des questions à Eugène Kandolo. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine.